Bonjour les anges, aujourd'hui je suis ravie de faire une interview de Nathalie Lefebvre. Je te remercie d'avoir accepté, puis au pied levé en plus, parce que je t'ai prévenu il y a peu de temps. Ouais, mais je pense que je laisse toujours un espace dans ma vie pour pouvoir improviser un peu, parce que c'est ce que j'aime le plus. Voilà. Tu vois, je termine ma semaine avec toi, enfin plus ou moins, parce que j'ai encore plein de choses à faire demain, mais voilà, là c'est cool, je suis heureuse, merci pour ta proposition. Merci à toi. Alors je ne sais pas bien qui doit présenter l'autre en fait, parce que je pense que Nathalie est relativement connue déjà, donc je vais quand même la présenter parce que c'est mon rôle. Donc Nathalie, auteure d'un livre C'est décidé, je m'épouse, hein, donc j'ai la petite bague, tu vois, c'est décidé, je m'épouse, et aussi donc directrice de Radio Médecine Douce, où vous pouvez trouver, ça existe depuis combien de temps Radio Depuis Médecine 10 ans. 10 ans. Ouais. Ah oui. C'est marrant, je disais ça à Neil Donald Walsh, qui est passé au Grand Rex hier, j'ai eu la chance de l'interviewer mercredi. Il me dit depuis quand tu animes cette radio? Je lui dis 10 ans. Il me dit donc tu avais 7 ans. Je lui dis ouais, à peu près, c'est ça. C'est ça. Et tu l'animes depuis 10 ans? Ouais, c'est vraiment moi qui l'ai développé, construit. Donc tu avais 7 ans, c'est bien donc, ça. Donc j'avais 20 ans. D'accord, ok. J'avais 20 ans. Ouais. Ok, donc directrice de cette radio. Donc pour ceux qui ne connaissent pas cette radio, même si je pense que voilà, dans ce domaine-là, elle est bien connue, vraiment il y a des interviews passionnantes. Moi j'ai vraiment rencontré des thérapeutes par l'intermédiaire de cette radio, notamment Julie Lupidé, je t'en avais déjà parlé, qui avait fait une interview, tu avais fait une interview d'elle, et vraiment moi ça avait matché lors de cette interview, et avec qui j'ai entretenu du coup eu des contacts après. Donc t'es arrivée sur cette radio comment ? En fait, j'ai un parcours un peu hors du commun, c'est-à-dire que j'ai commencé mon métier de journaliste à 19 ans, parce que j'avais une foi immense que quand on porte un rêve en soi, la vie conspire pour pouvoir nous aider à le réaliser. Donc j'étais dans un entre-deux. Souvent quand je dis ça aux gens, je préfère aussi expliquer que derrière la foi se cache le doute, c'est-à-dire qu'on est tout et son contraire. L'humanité fonctionne comme ça. Donc ça ne veut pas dire que parce que j'avais une foi inébranlable, je n'avais pas à côté les doutes aussi de me dire est-ce que je vais y arriver, est-ce que vraiment ça marche, etc. Mais du coup cette première leçon de vie, elle a été immense parce que à 19 ans, je rencontre mon premier patron qui me dit « Tiens, mais viens chez moi, tu vas d'abord faire de la rentrée de données, etc. J'ai besoin d'une personne. » Et puis je lui dis « J'ai envie d'être journaliste. » Il me dit « Bon, ok, je te ferai tester un article. » J'en écris un premier, un deuxième, un troisième. Il me dit « C'est quand même pas mal, je suis assez fière de ton travail. Si tu veux, je t'embauche en CDI. » Donc un premier rêve qui se réalise, sauf que j'étais journaliste papier à ce moment-là. Et peut-être quelques mois plus tard, il me dit j'ai quand même ce grand projet de lancer une web radio. J'ai envie qu'on l'appelle Radio Médecine Douce. Est-ce que ça te tente de la développer? Et du coup, c'est comme ça qu'a démarré Radio Médecine Douce. J'avais jamais fait de radio de toute ma vie. Et c'est intéressant parce que cette antenne, elle est restée la même après 10 ans. Donc forcément, moi j'ai 10 ans d'expérience en plus. Mais cette radio, elle a gardé la même authenticité, la même sincérité du départ. Parce qu'à défaut de ne pas avoir forcément le talent, parce que je n'avais pas fait d'école d'animatrice radio, donc sans les techniques d'animateur radio, j'y ai mis de l'authenticité, de l'amour, du cœur, de la spontanéité. Et mon Dieu, c'est ce qui a exactement marché. Et c'est ce qui a cartonné. La radio, en 4 ans, elle s'est classée 13e web radio de France, derrière des grosses antennes comme Énergie, etc. Et du coup, ce bébé, je l'ai récupéré il n'y a pas longtemps. Il a quitté donc, du coup, son berceau de départ pour grandir avec moi et avec 2 associés, Sylvain et Olivier, qui travaillent maintenant à mes côtés. Et voilà, donc c'est une très belle histoire en fait. Et du coup, donc Radio Médecine Douce, on est sur une thématique de développement personnel, de bien-être et tout ça. Ouais. Et tu t'es retrouvée, ton envie c'était d'être journaliste, de faire de la radio, ou était tombée un peu par hasard dans cette marmite de développement, où vraiment c'était la radio et le développement perso, le bien-être et tout, ou c'est le hasard de la vie? Après, le hasard quoi, qu'on connaît bien. J'allais faire le hasard comme ça. Le hasard qu'on connaît bien, mais bon, voilà, je crois que c'était exactement là où il fallait que je sois. Quand j'étais adolescente, je rêvais d'écrire pour des grands magazines féminins, tu vois, Elle, alors que maintenant, franchement, me faire lire Elle, faudrait me payer pour que je lise ce magazine. Non, mais c'est, voilà, s'il y a des journalistes d'Elle qui nous regardent, je suis désolée. Mais bon. Mais c'est plus mon niveau, en fait, c'est pas ce qui m'intéresse. Moi, lire des livres sur comment enlever la cellule. Bon, voilà, c'est pas, je préfère aider les femmes à s'accepter telles qu'elles sont. Après, ça veut pas dire qu'on ne peut pas faire du sport, perdre du poids et tout ce qu'on veut, mais je préfère les aider à avoir de l'estime et confiance en elles. Donc du coup, j'ai vraiment vrillé là-dessus. Et quand je suis rentrée dans ce monde de la santé naturelle, du développement personnel, j'ai commencé à mettre un orteil personnellement, en termes d'intérêt. Après, je me suis dit, mais waouh, j'y ai mis un pied. Puis après, en fait, c'est toute une vision, une philosophie de la vie qui s'est transformée. Je me suis ouverte à ma spiritualité. Mon premier biais d'accès à la spiritualité, ça a été de faire des émissions sur les expériences de mort imminente.
J'avais reçu, je me souviens, un passeur d'âme et une réalisatrice d'un film qui s'appelait Faux départ sur les expériences de mort imminente. Et ces deux sujets m'ont bouleversée. Et j'ai commencé à lire des tonnes de choses dessus et je me suis dit, mince, il y a quand même des gens qui vivent une expérience au-delà de la vie. Donc ça voudrait dire qu'il y a peut-être une vie après la mort. Donc ça veut dire que la vie, forcément, elle prend une dimension différente. Et donc là, il y a tout un champ des possibles qui s'est ouvert à moi. Et du coup, je me suis ouverte à ma dimension d'âme, à ma raison d'être sur Terre, à ma mission, enfin tous ces termes, peu importe comment on les emploie. Et aujourd'hui, même si cette foi, je l'avais déjà depuis toujours, elle s'est amplifiée parce que j'ai compris qu'en fait, on était guidés. Et voilà, et toutes les deux, on parlait un peu d'amener nos guides. Mais moi, dès que je fais des trucs dans la vie, dès que je monte sur scène, etc., j'appelle mes guides, ceux que j'ai connus sur Terre et toute l'équipe. Et ceux qui seront toujours là pour moi. Donc c'est une team en fait. Et aujourd'hui, je suis ouverte à ce monde subtil parce qu'il vit en moi, autour de moi, et que c'est juste passionnant. Enfin, je pense que tu ressens à peu près la même chose. On est d'accord sur le sujet. Du coup, en fait, c'est Radio Médecine Douce qui t'a un peu amené à tout ça, qui t'a plongé vraiment là-dedans, et puis tu as fait ton cheminement. Bon, alors, du coup, ça a dû être passionnant parce que tu as fait du coup ce cheminement, mais de l'intérieur. Parce que du coup, tu devais avoir une multitude d'infos. Déjà, il y a un truc très presque psychanalytique, c'est-à-dire que quand toute la journée tu interroges des gens, et j'ai fait peut-être 6000 émissions, et quand tu interroges des gens quotidiennement sur des sujets comme le bonheur, la santé, l'épanouissement, forcément, moi je pose des questions, mais c'est un truc de rhétorique, c'est-à-dire qu'il y a des réponses que je reçois et puis qui bougent en moi. Et donc tous les soirs, je rentrais chez moi et j'étais en train de télécharger une nouvelle vision de ma santé, tous les petits bobos que je pouvais avoir. Je me souviens que j'avais des infections urinaires très très régulièrement. Mon Dieu, ce que j'ai pu aller voir comme thérapeute, et ça s'est pas réglé en un quart de seconde, parce que ça disait des choses très profondes de moi. Et du coup, aujourd'hui, j'ai plus du tout ça. J'ai des petites choses de la vie, on pourrait se dire, c'est normal, oui, t'as peut-être pas fait attention quand tu faisais l'amour, ce que disent tous les médecins. Oui, t'as pas été faire pipi après avoir fait l'amour. Mais excusez-moi les gars, mais en fait, le corps, il a quand même une intelligence rare de nous faire passer des messages à travers nos mots. Et ça, j'ai compris et je suis devenue responsable de ma santé. Je disais plus à mon corps, tiens, je te balance des antibiotiques pour arrêter de me faire souffrir. C'est, attends, je me mets en lien avec toi et dis-moi ce que tu es en train de tenter de me dire. Et donc, ça m'a amené donc j'ai dû faire 6000 émissions en 10 ans. Et tous ces gens que j'ai pu rencontrer, certains dont j'ai suivi des stages, d'autres que j'ai été voir en thérapie personnelle, j'ai engagé un travail sur moi très profond, au-delà d'un travail d'animateur où forcément, peut-être que tu pourras le ressentir aussi, de poser des questions aux gens, tu repars avec quelque chose. Tu te dis, j'avais pas vu ça sous cet angle-là, tiens, je vais le bosser. Tiens. Et puis effectivement, à chaque interview, et je suis totalement, du coup, je rebondis là-dessus, totalement d'accord, à chaque interview, il y a un vrai travail qui se fait au-delà de ça, au-delà de l'interview. C'est des petites graines encore de semer où tu te dis, tiens, ce truc, je ne l'avais pas vu pareil, même si j'en avais déjà entendu parler, mais moi, je ne l'avais pas intégré de la même manière. Donc, c'est très, très puissant, même en termes d'évolution. Ces interviews, elles ont plein de bienfaits pour tout le monde. Non, puis d'échanger. Et puis, je crois que là, il y a les mots, mais il y a aussi l'énergie dans laquelle on arrive, notre vibration. Et je crois que déjà, on télécharge aussi, qu'en étant l'une à côté de l'autre, il y a des choses qui bougent, il y a de l'information qui se transmet. D'où l'importance d'ailleurs de choisir les gens qu'on rencontre, qui nous entourent, nos proches, nos amis. Il y a même des amis, souvent je dis ça aux gens, il y a des gens, ils vous ont convenu à un moment de votre vie, mais peut-être que là, ils ne sont pas bénéfiques pour vous. Et c'est pas contre eux, mais c'est pour vous aussi. À un moment de vous faire passer en priorité et de dire, là, moi j'ai besoin de toute mon énergie. Là, être avec des amis qui me demandent sans cesse de donner du temps, moi je peux pas, là il faut que je me retrouve moi-même. Et on a tous des amis qu'on a connus qui peuvent être dans leur complainte permanente. Et il y a des moments où on n'a pas besoin de ça, donc il faut s'en extraire pour peut-être mieux les retrouver quelques années plus tard, quand chacun aura fait son chemin. Chacun fait son chemin, c'est très vibratoire tout ça, effectivement des niveaux, on est à des niveaux, puis voilà, on attire des gens, on les attire plus, on se repousse même, et puis voilà, chacun fait son chemin et parfois on se retrouve, parfois non, mais des fois ça marche. Complètement. Du coup, je fais cette interview donc, sur cette chaîne donc, de femmes inspirantes, parce que tu le disais, on rigolait tout à l'heure sur tes 7 ans, donc 10 ans de radio, un bouquin, donc des programmes de coaching en ligne dédiés aux femmes, c'est principalement... Non, c'est 21 jours pour s'épouser, c'est un programme qui est vraiment ouvert à tous. D'accord. Après, donc, c'est même pas moi qui l'organise, c'est qu'il y a une agence de voyage qui s'appelle Namastrip, c'est 2 femmes que j'adore. Elles font surtout des séjours un peu surf, yoga, méditation. Et là, elles se lancent dans les séjours de développement personnel. Elles ont fait un avec Jonathan Lehman pour les antisèches du bonheur et toutes les techniques que lui, il promeut. Et donc, on va en faire un, c'est décidé, je m'épouse, donc en octobre prochain. Et là, j'ai demandé que ce soit qu'entre femmes. On part dans un endroit pas loin de Paris, à 1h, où c'est un lieu qui célèbre les mariages, donc c'est quand même aussi symbolique. J'ai voulu qu'on soit entre femmes parce que j'ai senti que c'était important.
Et on va boire du champagne le samedi soir, on va faire la fête, on va se célébrer. En fait, c'est vraiment un week-end. Et moi, je vais faire des ateliers, on va avoir des exercices. Enfin, je vais les accompagner de 9h30 le matin jusqu'à 18h avec de la danse. Enfin, beaucoup de choses, beaucoup de surprises aussi. Donc, plein de femmes qui vont s'épouser ce jour-là. Exactement, sur le week-end, voilà, c'est ça. Le dimanche soir, il va y avoir de la bague au doigt, du diams qui va ressortir dans tous les coins. Donc pour en revenir, 10 ans de radio, le livre, ces coachings, ces accompagnements, enfin, le fait d'amener au changement, elle puise où toute cette énergie, tout ça? Est-ce que c'est la vie qui t'a amené tout ça? Est-ce que tu t'es dit je me mets en mode guerrière? Comment ça s'est passé? Comment on arrive à 30 ans du coup, tu l'as dit, à en être là? En fait, j'ai un peu un truc avec l'existence, c'est que pour moi, j'ai pas le temps. Ça veut pas dire que, alors parfois je me suis créé cette croyance que peut-être je disposais de peu de temps sur cette terre, j'en sais rien, ça sert à rien. Cette croyance que je me la raconte ou pas, ça m'est pas utile. En tout cas, j'ai toujours eu cette urgence d'être bien, de tester des choses, d'expérimenter. Et je me souviens qu'il y a une thérapeute que mon chéri allait voir, il m'a dit ce serait bien que tu ailles la voir. Donc je l'appelle et puis elle me dit oui mais moi vous savez Nathalie, j'ai pas de rendez-vous avant l'année prochaine. Et je lui dis alors juste c'est pour vous expliquer qu'en fait moi j'ai tellement de choses à faire sur cette terre qu'en fait j'ai pas le temps. Et là elle m'a dit et la semaine prochaine ce serait bon pour vous? Et j'ai fait ok. Et en fait c'était dingue et ce truc là ça ouvre des portes. Parce qu'en fait moi quand on me disait depuis des années mais t'es jeune, t'as le temps, vous voyez cette phrase qu'on peut nous raconter comme quand on dit aux enfants mais l'amour mais t'as le temps. En fait on a le temps de quoi? On a le temps d'attendre de vivre des trucs géniaux, mais non. Et donc moi je me suis prévu une vie extrêmement longue, là je préfère me créer cette croyance qu'elle sera longue et pleine d'expériences et pleine de péripéties et pleine d'aventures heureuses. Mais en tout cas il y a ce truc de cette urgence de vivre pleinement. Et après j'ai quand même du temps pour moi, pour être avec mes amis, pour partir en voyage, pour vivre entre l'Ardèche et Paris actuellement. Enfin, j'ai quand même du temps pour moi. De l'extérieur, on peut imaginer que je suis sur tous les fronts. Il y a des périodes évidemment très chargées, mais il y a aussi beaucoup de moments où je dégage du temps parce que c'est très important. C'est aussi mon message. Je serais quand même pas tout à fait alignée si j'étais épuisée, proche du burn-out. Donc là, en ce moment, c'est une grosse période pour la radio, mais voilà, parfois il faut mettre des coups d'accélérateur et puis d'autres moments où là, je vais quand même me prendre un mois de vacances. Donc puis même si j'aime ce que je fais, c'est comme tout, il faut prendre du temps pour soi, pour lâcher. La créativité, elle naît aussi des moments où on est dans le rien. C'est important, je trouve, même de bronzer au soleil, d'aller se baigner, de faire du sport, d'être, la lecture, tous ces moments où on lâche un peu le mental, mais c'est là où survient un peu des grandes idées aussi. C'est ça, marrant. Pour accueillir. Exactement. Là, on laisse le champ des possibles à tout ce qui peut venir et effectivement, c'est souvent là qu'on a de très bonnes idées. C'est dingue. Et du coup, tu nous partageais là d'avoir rencontré pas mal de thérapeutes, d'avoir travaillé beaucoup sur toi. C'est quoi la plus grosse, le plus gros bobo ou la plus grosse difficulté ou la chose que tu as dû, la plus importante que tu as transmutée pour toi? Le truc que tu as transcendé, un truc, si tu devais... Je dirais déjà forcément le désamour de moi, même si c'est comme tout le monde dans un parcours, c'est-à-dire il y avait des parties de moi que j'ai toujours poussées puisque j'ai réalisé des choses assez jeunes quand même, donc c'était quand même pas une détestation totale de qui j'étais, mais il y avait quand même beaucoup de jugements de parties de moi avec lesquelles j'étais pas en acceptation, un rapport aux hommes du coup très compliqué, mais comme c'était mon obsession à côté de ça, parce que j'aime l'amour en fait, je suis une amoureuse de l'amour, donc moi j'expérimentais mais je me cassais quand même pas mal la gueule et que j'avais pas eu un modèle en la matière, et même si j'aime ma mère plus que tout au monde, elle n'était pas forcément le meilleur guide sur ce terrain-là puisque elle-même avait galéré, donc elle m'a mise plein de croyances dans la tête et donc moi je galérais avec les hommes à tomber que sur des gars qui me reconnaissaient pas, grosse blessure d'abandon, donc manque de reconnaissance, c'est toujours un truc sur lequel je suis toujours attentive à ça parce qu'il y a parfois je vois ce besoin de reconnaissance dans l'amour, dans le couple. Parfois on a un peu envie de dire à l'autre mais reconnais-moi et voilà, et donc je crois pas que j'ai complètement évacué ce truc là, je crois que juste maintenant je le vois avec beaucoup plus de discernement. Je sais reprendre ma responsabilité par rapport à ça. C'est pas à mon amoureux de me reconnaître, c'est mon rôle à moi. Tout comme dans la sphère du travail. Bon, forcément, je suis la chef de ma propre entreprise, mais même, parfois on a toujours le besoin de reconnaissance d'extérieur. Donc ça, c'est un truc, si on ne le solutionne pas en soi, de toute façon, c'est permanent qu'on ait besoin de la reconnaissance des autres. Donc je dirais ça, vraiment, l'abandon, du coup, qui m'a donné ce besoin qu'on me reconnaisse à tout prix, parce que j'avais pas conscience de ma propre valeur, et ce chemin vers l'acceptation totale de qui
je suis et d'être hyper bien avec moi-même. C'est-à-dire que vraiment, vivre avec moi, c'est cool. Et, Je m'aime et vivre avec moi, c'est vraiment chouette. voilà, et puis il y a des fois où je me trouve évidemment, quand on vit avec soi en toute lucidité, honnêtement, il y a bien des fois où on se trouve pathétique, même naze, mais c'est des moments où je me juge pas en fait. Je me dis, bon bah, de toute façon, tu fais du mieux que tu peux et puis tu restes humaine et voilà, c'est comme ça. Mais quand je dis c'est cool, ça veut dire que j'accepte. En fait, je crois que je suis pas en train de juger. Je vais pas que m'aimer dans les moments où je suis au taquet, en train de réussir les trucs. Je m'aime aussi quand je suis en train de pleurer, recroquevillée dans mon lit parce que je suis pas bien, parce que pour des tonnes de raisons, parce que j'y arrive pas, parce que là j'ai voilà justement peut-être un besoin de reconnaissance qui remonte. Comment on est face à soi-même, je pense que c'est vraiment la question. Et moi, je suis douce avec moi, je suis attentionnée, je prends soin de moi. La semaine dernière, je me suis offert 1h30 de massage. Voilà, j'essaye de prendre soin de moi et c'est très important pour moi et ça me donne un équilibre de vie dingue en fait. Je pense que tu as dit un terme qui me semble très très important, effectivement, c'est d'être douce avec soi. Effectivement, que tu sois dans des périodes qu'on soit dans des périodes hautes où on attire plein de choses positives et du coup c'est facile d'être cool avec soi parce qu'on se trouve génial. C'est ça. Et puis les périodes où effectivement on est au fond de son lit et d'être douce, d'accepter l'un comme l'autre et de le voir en douceur. C'est un terme précieux. Ouais. J'avais une question aussi par rapport au fait que tu avais rencontré plein de gens, plein de méthodes, plein de par la radio et de par ce que tu as fait. Est-ce que justement, toi, tu as quelle expérience ou quelle méthode, quelle thérapie ou quel thérapeute t'as gardé en mémoire et où tu te dis, cette personne-là ou cette méthode-là, vraiment pour le coup, elle a vraiment contribué à changer ma vie? Oh, il y en aurait tellement. Moi, je dirais qu'à l'heure actuelle, si je dois parler aujourd'hui, j'ai une amie qui est aussi un peu ma coach. En fait, j'ai deux amies qui sont un peu mes coachs. Je vais du coup citer les deux. Il y en a une qui s'appelle Eden R, qui est une coach qui est pas forcément, dont le nom est très connu dans notre milieu, mais une coach d'une puissance. Mais alors, c'est juste dingue. Donc, c'est vraiment la coach que je vois régulièrement. Là, je l'ai vue mercredi. Elle vient sur Radio Médecine Douce faire des émissions, répondre aux questions des auditeurs en direct. Et moi, je sais que elle me loupe pas, quoi. Tu vois, elle me lâche pas. On a déjeuné ensemble mercredi. Voilà, moi, j'avais des larmes qui coulaient. Il y avait des trucs tout le temps. On est tout le temps en évolution. C'est pas parce que là aujourd'hui, j'atteins vraiment des objectifs importants pour moi et pour ma raison d'être sur Terre que je veux m'arrêter là. Je suis assoiffée d'émerveillement, j'ai envie de vivre des choses incroyables. Donc elle me mène sur ce chemin de l'émerveillement. Et après, le couple est quand même un espace difficile, on peut le dire, aussi alors, bien épanouissant qu'extraordinaire que difficile. Et donc, c'est pas parce que même les deux travaillent sur eux que c'est simple. Et donc là, j'ai une autre amie qui s'appelle Mathilde Vaccaro, qui est photographe, portraitiste, qui fait des stages pour les femmes, qui s'appelle Je m'aime. Donc, elle réunit des femmes, elle les prend en photo et elle les accompagne aussi à s'aimer davantage. Et elle, c'est ma thérapeute de couple, number one. Alors, c'est des thérapeutes amis, ça peut paraître un peu bizarre comme rapport, mais je crois qu'aujourd'hui, j'ai autant des amis qui sont que des amis. Et puis, même moi, je suis un peu la coach sur certains aspects de certains de mes amis quand ils en ont besoin. En tout cas, on peut faire appel à ces facettes de nos proches. Et moi, j'ai ces deux femmes qui sont bouleversantes dans ma vie. Après, j'ai énormément de thérapeutes. Je pense à Marie-Christine Reculard, dont le champ holistique, la technique, vraiment a ouvert des perceptions en moi. Du coup, un travail sur les chakras. Je suis encore partie méditer, faire du yoga et faire ce travail avec elle en Crète au printemps dernier. J'ai l'hypnose qui m'a beaucoup bouleversée avec Kevin Finel, qui a monté une école d'hypnose, qui est aussi un super ami que j'aime énormément. J'avais commencé à suivre, j'ai fait une semaine le Tech 1. Voilà, ça c'est une approche que j'ai aimée et j'ai aimé la vivre aussi parce que je crois que j'aime bien. En fait, je suis assez fan des états de conscience modifiés et de tous ces moments où on est un peu ivre de quelque chose. Voilà, quand vous êtes en état d'hypnose, c'est agréable en fait. C'est un état qui est super agréable quand on lit un bon livre, qu'on est complètement aspiré, hypnotisé, un bon film, etc. Donc je dirais ces approches-là. Après, j'ai un acupuncteur qui a changé ma vie aussi, que je vais voir aussi régulièrement, Thierry Jameau. Voilà, plein de petites spécialités comme ça. Ouais. Et j'en oublie évidemment, parce qu'il y en a tellement. Je pense à Anna Sandrea, avec qui j'ai fait un travail sur les blessures, qui est une chamane. Il y en a eu plein. Et aujourd'hui, je dirais que ces deux amis-là qui m'aident sur des sphères de ma vie. Voilà, l'amour, même si c'est mon domaine, mais avec soi, on n'est jamais très objectif. Et sur le travail, les objectifs, enfin les rêves en fait. C'est plutôt ça, parce que pour moi, mon travail, c'est l'espace de réalisation de mes rêves. Et du coup, je vais revenir sur quelque chose que tu as dit. Tu parlais donc effectivement de deux êtres éveillés, donc ton compagnon, toi, vous êtes sur un travail constant de spiritualité, de développement, enfin je ne sais pas quel terme tu veux employer, et justement de dire, c'est pas parce que on bosse tous les deux sur soi que c'est simple. J'entends bien, c'est un sujet qui est important aujourd'hui dans mon quotidien. Et est-ce que, justement, quel est ton regard ? Est-ce que tu as même
des fois, moi, je me questionne sur est-ce que c'est même pas plus compliqué au final, une relation Consciente. Une relation consciente, ouais. Parce que c'est de mon point de vue, challengeant, que, à la limite, quand tu es un peu, alors j'aime pas ce terme-là, mais dans l'ignorance de ce quelque chose, et pas effectivement une relation non consciente, d'âmes blessées qui sont là pour faire un bout de chemin, enfin, moi j'en ai croisé dans ma vie. Et puis quand tu passes à une relation consciente, justement, ce que je pense du coup, ce qui est dans ta relation, voilà, quels sont pour toi, alors je les prends pour moi et pour les autres, du coup, quels sont pour toi les bons tuyaux? Peux-tu nous donner quelques petits conseils que tes coachs du coup te donnent par rapport à ça? Si tu avais quelques j'expérimente, pépites, voilà, ou toi dans ton quotidien, dans ma vie. Moi je crois qu'à la base une relation amoureuse, c'est aussi 3 relations à gérer. Donc chacun a sa relation à gérer, c'est un petit peu l'objectif de mon livre. Quand je parle de s'épouser, c'est déjà, vous êtes un couple à part entière entre vous-même, soit votre féminin, votre masculin. Voilà, mais on est censé déjà faire alliance avec notre âme, avec qui l'on est vraiment. Et s'épouser, dans la symbolique, c'est comme un vêtement qui épouse notre corps, c'est-à-dire que ça prend la forme de qui l'on est. Donc moi je pense qu'il y a déjà ce trajet d'affirmation de soi, de devenir responsable de son bonheur. Après, dans ce terrain-là, du coup, moi c'est là où j'ai attiré aussi un homme qui était, pour la première fois de ma vie, non pas que les autres hommes que j'ai connus n'étaient pas merveilleux et ne m'ont pas accompagné à évoluer, mais lui il était vraiment au même niveau, c'est-à-dire spirituellement. Pendant un temps je me suis dit tant pis, la spiritualité ça se trouve ça regarde que moi, je peux trouver un homme qui ne sera pas nécessairement spirituel. Bon, en fait aujourd'hui ce serait même pas possible, parce que pour élever des enfants ensemble, pour regarder dans la même direction, pour avoir une même vision commune quand même, ce serait impossible d'être avec quelqu'un. Enfin, il ne faut jamais dire jamais, mais je pense que ce serait difficile. Bien, ouais. Donc je ne sais pas si... bien sûr qu'il y a des gens que je vois un peu dans le déni, dans l'ignorance comme tu dis, et pour qui ça marche très bien. Hein. Je pense à même des proches, tu vois, ça repose sur des béquilles, c'est à moitié branlant, mais ça tient. Il y a des gens pour qui ça tient. Et il y a beaucoup de gens aussi que moi je peux rencontrer un peu partout, pour qui ça ne tient pas du tout, pour qui c'est un bordel monstre, pour qui il y a des névroses qui s'accumulent les unes sur les autres, où personne ne se tire vers le haut, où il y a de la jalousie, de la possession. Enfin moi c'est tout ce qui me fait hurler. Je détesterais ça pour moi. Je déteste la jalousie. Pour moi, c'est pas une preuve d'amour, c'est au contraire une preuve d'insécurité profonde. Et il vaut mieux que, donc, dans cette idée de se responsabiliser, d'abord aller regarder en soi. Donc je crois qu'une des clés d'un couple qui peut marcher, c'est quand les deux, ils sont déjà responsables de leur bonheur. Il n'y en a pas un qui dit ah bah t'es pas là ce soir, du coup ma soirée elle est gâchée. Non, en fait, chacun est libre de faire ce qu'il a à faire. J'ai mon amoureux qui est parti 2 semaines en Suisse pour un stage. Oui, il va me manquer, mais en même temps, c'est le kiff. Je suis toute seule et il n'y a aucun problème à lui dire. Et même lui, il me dit, franchement, ça fait du bien d'être l'un sans l'autre. Et on n'est pas en train de tout d'un coup d'être insécurisé du fait d'être séparés. Au contraire, les retrouvailles sont des moments géniaux. Donc je dirais que chacun soit responsable de son bonheur, qu'il puisse y avoir des moments aussi où, c'est comme Esther Perel qui a écrit un livre super sur l'intelligence amoureuse érotique, elle dit, le feu, vous avez déjà fait des feux de cheminée, si on met trop de bois, le truc il va pas prendre. Le feu a besoin d'air pour prendre. Et c'est pareil dans l'amour en fait. Si on étouffe le truc, c'est mort. C'est-à-dire que le désir, la libido, tout ça, je pense qu'on peut être même 10, 15 ans, 20 ans avec une personne, si on trouve les moyens de se manquer encore, il y a ce truc où quand on le retrouve, et voilà, le désir il est là, il est fort, il est puissant. Et après je dirais d'être attentionné à l'écoute. Moi c'est avec moi-même par exemple, je ne m'aime pas quand je ne suis pas à l'écoute de moi-même. Et dans mon couple c'est pareil, c'est d'être attentionné à ce qu'aime l'autre, lui faire plaisir, essayer d'être surprenant. Pour moi, c'est une valeur importante. En tout cas, je suis comme ça avec mes amis, je suis comme ça avec mes proches. Je pense souvent aux anniversaires où c'est l'occasion d'aller réfléchir à un truc qui vraiment pourrait plaire à l'autre. D'essayer d'avoir ces petits soins du quotidien, mais où on fait attention, on veille à l'autre, à ce qu'il aime, à ce qui lui fait du bien. Et on essaye, évidemment ça on y arrive aussi quand on s'est fait du bien à soi, donc c'est le même trajet. Et on essaie comme ça de prendre soin de l'autre. Et ça, je trouve ça joli dans l'amour. L'amour, c'est là aussi pour ça. Je vais garder cette jolie image du feu de cheminée, tu vois, j'ai bien visualisé ce feu de cheminée. Il faut laisser de l'air pour pas qu'il s'étouffe, effectivement, exactement. Donc c'est très bien. Alors du coup, là, je vais sortir un peu de ce sujet et plutôt repartir sur les conseils vraiment aux femmes. Et si là, en face, de l'autre côté, une femme regarde cette vidéo, elle est dans cette période un peu de chaos, de désarroi, de dépression, on appellera ça un peu comme on veut.
quel est selon toi, quel conseil, même s'il y en a une multitude, que ce soit en termes de lecture, en termes d'écoute, en termes, qu'est-ce que tu aurais envie de dire à une femme qui est à ce moment-là dans sa vie, qui ne s'est pas lancée encore ou qui commence dans cette idée de développement personnel ou pas du tout, et qui est dans cette période un peu chaotique? Ok. Je lui dirais déjà, je pense que parfois quand on ne sait plus où aller, il faut regarder d'où l'on vient. Je crois que, et parce que j'accompagne des gens aussi en individuel, qu'on est dans la reproduction de schémas qui ne nous appartiennent pas. En fait, pour devenir profondément libre, il faut aussi regarder l'histoire qui nous a tissé, composé tel que l'on est. Et dans cette histoire-là, il y a des tonnes de choses qui ne nous appartiennent pas. Donc c'est faire déjà le tri avec ça. Parce que quand, mesdames, vous qui regarderez, enfin il y a peut-être des mecs aussi qui vont regarder cette émission, mais du coup, pour un conseil pour les femmes, quand vous vous retrouvez dans une situation un petit peu bloquée, peut-être même dans l'amour avec les hommes, il y a un schéma qui se joue. Peut-être qu'il s'est joué avec votre père, peut-être dans ce que vous avez observé. Voilà, il y a un truc à dénouer, il y a une croyance au départ, et je crois que finalement, notre réalité ne se tisse que sur le système de croyances qu'on a. Donc s'il y a un truc qui bloque dans votre vie, peu importe le domaine, l'argent, l'amour, le succès, si vous avez envie d'obtenir quelque chose et que vous ne l'obtenez pas, voilà, essayez de regarder peut-être ce que ça dit de vous et quelle croyance en fait est à la base de cette illustration. Donc du coup ça pour moi c'est vraiment une méthode extraordinaire pour changer sa vie, c'est d'essayer de regarder ses croyances. Parfois c'est compliqué de les trouver seules aussi, d'être accompagné, ça permet de le faire plus vite, mais déjà de dégommer ça et regarder le domaine dans lequel ça bloque et aller voir du côté de votre enfance, souvent c'est quand même là que ça se joue, je ne vais pas faire de la psychologie de comptoir, mais c'est quand même ça, nos parents évidemment, gros bordel, il y a des choses qu'on a ancrées et qui encore une fois ne nous appartiennent pas. Donc je leur dirais ça, je leur dirais déjà débloquer cette histoire, et puis après, prenez confiance en vous, c'est-à-dire que il n'y a personne comme vous sur cette terre. On est tous tellement uniques. La comparaison est quelque chose de complètement inutile. Il y a 7 milliards et demi d'individus sur Terre, et il y a 7 milliards d'empreintes qui sont nécessaires pour cette humanité. Ok, on peut dire qu'il y a des gens qui ont choisi le mal, mais est-ce que déjà ils ont eu le choix? Moi je pense que de replacer l'humanité dans le fait que chacun naît avec des possibles merveilleux autant que le pire en lui, bien sûr c'est le cas de tout le monde, sauf que nous, on a peut-être eu de la chance, on a grandi dans des environnements pas parfait, mais assez aimant pour qu'on ne devienne pas nécessairement des terroristes à vouloir, justement parce qu'on est nous-mêmes tellement dans la souffrance de ce qu'on a pu vivre. Donc moi j'ai foi en l'humanité parce que je la replace là-dedans. Je me dis que finalement il n'y a pas de gens méchants, il y a surtout des gens qui ont souffert et qui vont mal. Donc c'est pas toujours simple, parfois on a envie de dire à quelqu'un ta gueule tu me saoules, pardon pour le mot, mais parfois oui bien sûr c'est humain de le faire, mais d'essayer de recontextualiser en se disant ok, qui sommes-nous pour juger l'autre alors qu'on n'a pas les tenants et les aboutissants de son histoire. Donc essayez de se replacer là-dedans. Et voilà, donc pour revenir au fait que vous êtes toutes uniques et vraiment vous avez cette flamme en vous, pensez à vos rêves, pensez à ce qui peut-être petite fille vous donnez envie, vous faisait rêver. Moi je rêvais d'être chanteuse, d'ailleurs aujourd'hui je travaille avec ma voix, je continue de chanter dès que j'organise des spectacles, j'en profite pour chanter. J'ai jamais oublié que la petite Nathalie elle aimait ça et du coup je nourris ça. Donnez-vous la permission, l'autorisation de vivre, mais vraiment la vie. J'aime bien Oscar Wilde qui dit je me contente du meilleur, vivez une vie où vous vous contentez du meilleur. Honnêtement, les femmes on s'autorise pas à jouir, à vivre, à explorer en fait. Faites-le, que ce soit votre corps, vos orgasmes, votre jouissance, votre succès, votre argent, allez-y en fait. Tout ça c'est que des questions d'autorisation et de permission. Et puis en fait, plus vous serez heureuse, plus vous vibrerez fort et plus vous serez évidemment inspirante pour les autres femmes, pour même les gens qui vous entourent, pour vos enfants. Pour moi, c'est qu'un cercle vertueux. En fait, à partir du moment où on porte le bonheur sur soi, on donne envie aux autres évidemment de le porter à leur tour. C'est contagieux. Et on est bénéfique pour les gens et pour cette humanité. Et je trouve ça du coup très très intéressant que tu le conseilles là, de revenir à l'enfance, à tout ça, parce que justement j'avais des échanges là, il y a très peu de temps à ce sujet-là, et souvent quand j'ai des personnes moi que j'accompagne, des femmes, il y a parfois, vu qu'il y a beaucoup d'infos sur le développement personnel, la spiritualité, il y en a qui ont déjà lu 10 livres et tout, et je pense que alors c'est pas une erreur parce que pour moi tout est parfait, mais il arrive des fois où les personnes ont lu tellement de choses ou ont vu tellement de choses, donc elles ont beaucoup cheminé, mais ce retour en arrière de venir décortiquer la petite enfance, les blessures et tout n'a pas été fait. Et
effectivement, même si on a avancé, on s'est mis un peu en mode, alors moi je dis, c'est un peu réducteur, mais à l'américaine, ouais, on va y arriver, on va tout, tu vois. Des fois, j'ai des gens comme ça et il n'y a pas eu le boulot avant. Et ben, les 3/4 du temps, il faut quand même y revenir du coup. Il faut revenir en arrière pour réavancer. Et du coup, je trouve ça bien que tu le dises, de commencer à revenir, même si c'est pas toujours surtout, agréable, mais voilà, revenir à la source, quoi. Bon, en même temps, il faut bien qu'on aille chercher nos croyances pour transformer l'histoire qui se raconte. En fait, l'histoire qui se raconte, elle n'est que le fruit de ce que vous pensez être la vérité, votre réalité. Et même si c'est en grande partie inconsciente, voilà, il faut comprendre que tout ce qui se tisse autour de vous, ce n'est que des alibis de votre inconscient, enfin de vos croyances. Et souvent, les thérapeutes ils posent cette question aux gens, ils disent vous préférez avoir raison ou être heureux. Les gens comme ça ils disent être heureux. En fait, en vrai, la majorité d'entre nous on a besoin d'avoir raison, c'est notre ego, c'est comme ça. Et donc on a besoin d'avoir raison. Si on est élevé à penser, et je prends mon cas, que tous les hommes sont des lâches, bah évidemment qu'on va, alors c'est inconscient, bien sûr que nous on a envie de rencontrer des hommes bien consciemment, on se dit attends mais moi je voudrais rencontrer des hommes bien. Bah oui, mais ça valide la croyance qu'on a eue au départ. Et donc c'est là qu'il faut regarder. Et pour moi, tous ces coachings, on va dire, allez, on y va, on fonce, etc. Voilà, c'est exactement ça marche. Mais en fait, là, vous faites que mettre un brillant sur le bordel. En fait, vous mettez juste un espèce de joli petit papier cadeau, là, mais il y a toujours le truc pourri à l'intérieur ou pas pourri, parce qu'on a tous des choses à transcender, c'est notre histoire. Hein, mais voilà, en même temps, ça ne vous aide pas à vraiment transformer la donne, à transmuter, exactement. Donc, allez voir du côté de vos croyances et des croyances qu'on peut se tisser aussi avec les années. Hein, il y en a plein qu'on se tisse, mais autant que des croyances positives. Moi, j'ai le fils d'une amie, il est persuadé que l'argent tombe du ciel et il trouve toujours de l'argent par terre. Mais comme il est petit, il n'a pas encore grandi, on lui a dit, mais bien sûr, oui, le Père Noël existe. Mais quand on est enfant, on a des croyances très fortes et les choses, elles se réalisent. On croyait en votre magie, comme un enfant de 6 ans. Pensez aux personnages qui vous ont touché. Moi, j'ai adoré lire Harry Potter, c'est des livres qui m'ont vraiment transcendé. Et bah honnêtement, là, il n'y a pas longtemps, il y a 2 ans, j'ai rencontré en Ardèche un mec qui fait des baguettes magiques, mais j'ai l'impression que j'ai replongé dans mon enfance et je lui ai dit, mais fais-moi ma baguette magique. Et j'ai ma baguette magique chez moi et je l'aime trop. Et c'est voilà, et peu importe si je suis pas en train de la sortir pour faire des tours, c'est symbolique. Et voilà, nourrissez-vous avec toutes ces choses-là, croyez au possible, à la magie, à tout ce qui est limité, si vous y croyez, mais vraiment profondément, c'est qu'il n'y a même pas de remise en question possible, le truc qui se réalise. Et ça, moi je l'expérimente vraiment et je vois que c'est le cas, ça fonctionne en fait. Ça marche. Ouais, ça marche super bien. Finalement, la magie marche très bien. Mais la magie marche en fait. Et nous les femmes, puisqu'on s'adresse aux femmes, on est profondément des magiciennes. Quand même, rappeler qu'on crée la vie en nous quand même, c'est bien sûr la contribution de l'homme est nécessaire, mais c'est quand même en nous que ça se passe, c'est dans notre corps, voilà, il y a quelque chose il y a une dimension complètement magique. Les sorcières reviennent vraiment un peu dans l'air du temps, un peu comme une icône féministe aussi. La sorcière, c'est vrai, elle a été brûlée parce que le pouvoir des femmes, on en avait peut-être peur. J'en sais rien, je vais pas refaire l'histoire, mais je suis pas sociologue de ça, mais en tout cas, moi j'aime me dire que je suis une sorcière, une fée, peu importe, une femme dotée de magie et que je suis capable de transformer les choses. Et la baguette que j'ai, le levier d'action que j'ai, c'est de regarder en moi. Qu'est-ce que je peux changer pour changer ma vie à l'extérieur? Et toutes les fois où j'ai fait ça, sur tous les niveaux de ma vie, ça a toujours transformé ce que j'attirais à l'extérieur, ce qui se réalisait. Et parfois en très peu de temps, parfois en un peu plus de temps. Tout dépend de comment c'est ancré, si on arrive vraiment à le remettre en question. Mais c'est un travail fondateur en fait de nous. Et puis surtout, je suis devenue de plus en plus libre. Parce qu'avant, j'ai l'impression que la liberté, elle se jouait au fait que je pouvais sortir en mini-short à paillettes. Parce que mon papa est iranien, qu'en Iran, évidemment, il faut se couvrir les cheveux. Et que moi, ici, quand je sortais habillée avec des talons, etc., je me disais, c'est ça la liberté. Mais en fait, la liberté, c'est pas ça. Même en Iran, j'ai vu des femmes plus libres que des femmes ici. Parce qu'elles sont dans une vraie culture justement de l'intériorité, parce qu'il n'y a pas forcément à montrer des choses toujours à l'extérieur. Et puis apprenez à vous connaître. En fait vous êtes votre propre tremplin, votre propre levier d'action. Les thérapeutes peuvent être juste le miroir de ça. Mais en fait, d'ailleurs, dans tous les thérapeutes que vous pourrez rencontrer, moi, je mets un point d'honneur quand les gens ils me disent « tu as changé ma vie », je n'ai pas changé la vie des gens. J'ai été un miroir qui a contribué à ce que les gens bougent les choses. Mais jamais on ne change la vie des gens. Et donc, quand vous rencontrez des gens, ils se proposent d'être un miroir. Et bien sûr, ils ont fait ce chemin. Donc, ils vous aident parce qu'eux, ils ont très vite les accès, les outils. Donc, c'est très bien. Faites-le, mais en tout cas, c'est vous la personne qui allait changer votre vie. Et vous êtes la personne qui allait aussi vous rendre heureuse. Tout à fait, tu fais bien de le dire parce que c'est vrai que des fois je l'entends et je reprends souvent parce que si vous n'aviez pas décidé d'appeler le thérapeute, si vous ne prêtiez pas au jeu de répondre à ces questions, ça ne se passerait pas. Donc c'est effectivement la personne en face qui décide et qui chemine ou pas. Et voilà, donc ça ne dépend effectivement pas de nous, c'est effectivement on est peut-être un outil, même si
n'aime pas forcément ce terme-là, mais un outil dans cette transition. Du coup, pour cette partie-là, je vais clore cette partie-là et je vais passer sur ma dernière question, qui est une question commune à toutes mes interviews. Donc, ceux qui regardent la chaîne la connaissent déjà. D'ailleurs, j'en profite parce que j'y pense jamais à dire de vous abonner, de liker, de tout ça. Vous savez tout bien faire. Et la dernière question, c'est pour toi, c'est quoi l'amour ? Oula. Vaste question. Moi, je dirais vraiment ma raison d'être sur Terre. Encore une fois, c'est mon sujet de prédilection par excellence. Il n'y a rien qui m'intéresse plus que ça. Que l'amour et tout ce que ça comprend. L'amour, toutes les formes d'amour, la sexualité, le désir, mais l'amour de la vie, la jouissance, l'extase. Pour moi, l'amour, c'est presque une ivresse, quoi. C'est la meilleure des ivresses. Donc, je dirais une raison d'être, en fait. Pour moi, l'amour est une raison d'être. Et après... Peut-être que dans l'amour, en effet, il y a autant de définitions que d'êtres humains. Je crois que le plus important, c'est de sentir en fait qu'est-ce que c'est quand on a le cœur qui bat, de se rappeler des moments où justement on a ressenti de l'amour. Peut-être que c'était hier quand vous avez couché vos enfants, quand vous avez embrassé votre mari ce matin. Voilà, rappelez-vous. Parfois, prenez juste ce temps, justement parce qu'on est dans des rythmes effrénés, pour fermer les yeux, vous connectez à votre cœur et vous pensez au dernier moment où vous êtes senti dans l'amour. Cette espèce de truc qui nous envahit. Hier, j'allais dîner chez des amis et dans le taxi, il faisait beau, j'avais l'air qui me caressait le visage. Et mon Dieu, ce que j'étais heureuse. Et pour moi, le bonheur, je le rattache presque à l'amour. C'est que dans ce moment-là, j'étais dans l'amour de la vie, de chaque chose en fait. J'étais bien. Et ce sentiment-là, bien sûr, il se cultive. Il peut peut-être pas être là en permanence. En tout cas, moi, je ne le vis pas en permanence. Ça me traverse à des moments. Mais quand il est là, voilà, je le prends et je le vis. Et je me rends compte évidemment que en mettant en place une dynamique très positive, ne serait-ce qu'avec moi-même, je laisse encore plus de place pour qu'il existe régulièrement, en étant entourée de gens que j'ai choisis, que j'aime profondément, en faisant un métier que j'aime. Voilà, bon, là, je multiplie les sources d'amour, évidemment. Dans tous les moments qu'on a échangés, j'ai adoré ce moment avec toi. C'était de l'amour pour moi. Dès qu'on rencontre un humain, c'est une histoire d'amour qui se crée. Faire une interview radio, pour moi, c'est un moment amoureux. C'est pour ça que mon émission s'appelle le podcast amoureux d'ailleurs, parce que c'est comme une rencontre amoureuse. Voilà, il se passe quelque chose d'unique quand on Puis quand on met une caméra ou un micro aussi, il y a un truc qui se passe qui est assez magique. Donc voilà, faites vivre l'amour comme une raison d'être, pas juste comme un sentiment qu'on garde pour la personne avec laquelle on vit, pour nos enfants, non. Faites-en un état d'esprit. Eh bien, dites-moi, vous avez du contenu. Écoute, du coup, on va clore sur ces derniers mots, de faire de l'amour un état d'esprit. Voilà, je pense que vous pouvez retenir ça. Et puis, je te remercie sincèrement de cette interview que j'ai trouvé passionnante. Et j'ai eu plein de petites clés, moi aussi, encore aujourd'hui. Donc, c'est parfait. Et puis, je te souhaite... plein de belles choses encore, mais bon, j'ai pas de doute en fait. Aussi. Mais pour vous aussi. Et plein de belles choses à vous et je vous remercie, je vous dis à très bientôt. À bientôt.